Parlons de certains concepts qui sont importants à connaître en tant que Solution Architect Cloud. Donc, lorsque vous allez concevoir des applications, des architectures dans le cloud, certains concepts sont importants à garder en tête. Et le premier concept dont on va parler, c'est ce qu'on appelle la haute disponibilité. En anglais, on va dire high availability. Et là, j'ai mis une définition, peut-être que vous partagerez avec moi, et qui dit que la haute disponibilité, c'est la capacité pour un système informatique à être accessible et fiable presque 100% du temps. Donc moi, en tant que formateur, je ne suis pas hautement disponible parce que peut-être le soir, je dors et le week-end, je ne suis pas disponible. Par contre, pour un système informatique qui héberge une application en production qui est critique, on a besoin de haute disponibilité parce que peut-être nos clients, ils accèdent à ce système informatique tout le temps. On a besoin de haute disponibilité aussi. Pourquoi? Parce que des pannes, ça arrive. Et dans un système informatique, il peut y avoir un serveur qui tombe en panne, il peut y avoir un bug, il peut y avoir des choses qui vont se produire. Et pour certaines entreprises, c'est très important que certaines applications soient hautement disponibles parce que une application qui est interrompue, c'est peut-être de l'argent qui est perdu pour eux. Donc vous, en tant qu'architecte, il est très important de comprendre ce qu'est la haute disponibilité et surtout aussi de comprendre quand est-ce qu'on a besoin de haute disponibilité et quand est-ce qu'on n'a pas besoin de haute disponibilité. Souvent, quand on est en dev, voilà, on n'a pas besoin de haute disponibilité. S'il y a une panne, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être accessible 100% du temps sur un environnement de non-production. Donc la haute disponibilité, c'est ça. On va designer les systèmes informatiques pour qu'ils soient accessibles malgré des pannes qui peuvent arriver. Et quand il y a des pannes qui arrivent, il faut que ça soit minime. Il faut pas que ça dure longtemps. Il faut qu'on élimine ou qu'on réduise en fait les temps d'arrêt. On ne dit pas que ça ne va pas arriver, mais lorsque ça arrive, il faut pas qu'il y ait trop d'impact. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Et la disponibilité. En informatique, on l'exprime en pourcentage. Ça correspond au pourcentage de temps pendant lequel une charge de travail est disponible à l'utilisation. Typiquement, on va avoir une charge de travail, on va regarder sur l'année, sur toute l'année, combien de temps elle a été disponible, et puis on va faire une division, et ça va donner un pourcentage. Et on va dire la disponibilité de cette application, c'est 100%, ou 90%, ou 25%. Peut-être 25%, c'est pas bon quand on est en production. Donc, la haute disponibilité, ou plutôt la disponibilité se mesure en pourcentage, et la haute disponibilité, c'est vraiment le principe d'augmenter ce pourcentage, d'augmenter ce pourcentage pour qu'il soit proche de 100%. Par exemple. Et donc, des exemples de disponibilité, ça va être, par exemple, 99,99%, ou 99%, ou 99,5%, par exemple. Et comme on le disait tout à l'heure, on va regarder la durée de disponibilité à l'utilisation de notre application qu'on va diviser par la durée totale. Et donc, c'est ça qui va donner le pourcentage, par exemple, de 99,99%. Et si ça ne vous parle toujours pas, je vous partage ce petit tableau avec des exemples. Si jamais on vous dit qu'il faut que l'application soit disponible à 99%, ça veut dire que le temps d'indisponibilité maximale par an, il doit être de 3 jours et 15 heures. Si c'est 99,9%, on est plutôt sur du 8 heures et 45 minutes. Si c'est par exemple, du 99,99%, ça veut dire que le temps d'indisponibilité maximale qu'il faut viser, il est de 52 minutes. Ça veut dire que si on additionne tous les temps d'indisponibilité parce qu'il y a eu des pannes, il y a eu des incidents, il faut pas que ça dépasse à 52 minutes. Parce que peut-être qu'on a des applications de diffusion de vidéos, des charges de travail de diffusion, des choses assez critiques, un commerce en ligne par exemple, et que effectivement, plus le site il est indisponible, moins les clients seront contents, et moins on aura de chiffres d'affaires. Et une disponibilité de 5,9, donc 99,999, ça correspond à une indisponibilité maximale de 5 minutes. Et là, on est plutôt sur des applications par exemple, de type transaction de distributeur, charge de travail de télécom et autres applications critiques. Donc là, c'est juste des exemples. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est que la disponibilité, il y a des mécanismes de redondance, par exemple, qu'il va falloir mettre en place pour s'assurer que votre application, elle va être disponible le maximum de temps possible. Alors, exemple de disponibilité avec des services AWS. Donc, si vous êtes un peu familier, je pense que ça va vous parler. Si vous n'êtes pas encore familier avec ces services, ce n'est pas grave, on les verra en détail un peu plus tard. Les services Amazon EC2, qui permet de lancer des instances EC2 virtuelles. Est-ce qu'il est hautement disponible by design? Non. En fait, au sein d'une région AWS, ce que vous allez faire pour avoir de la haute disponibilité avec des instances EC2 qui hébergent vos applications, c'est d'en lancer plusieurs. Donc d'avoir de la redondance et surtout de les répartir entre les différentes zones de disponibilité. C'est ce qu'on appelle le déploiement multi-easy. Dès que vous entendez déploiement multi-easy, ça veut dire qu'on est en train de déployer quelque chose sur plusieurs zones de disponibilité. Donc par exemple, ici, on va mettre 2 serveurs dans cette zone de disponibilité
1, et dans cette zone de disponibilité 2, on va mettre 2 serveurs aussi. Et donc du coup, si on a un problème dans cette zone de disponibilité, on voit que notre application continue d'opérer dans l'autre zone de disponibilité. Et ce qu'il faudra également prévoir, c'est EC2 Autoscaling, on le verra un peu plus tard, hein, parce que lui, il permet de faire de la mise à l'échelle, d'adapter la capacité automatiquement, et surtout s'il se rend compte qu'il y a des instances EC2 qui ne sont plus opérationnelles, il est capable d'en redémarrer d'autres pour minimiser l'interruption. Avec Amazon EC2 aussi, on peut faire du déploiement multi-région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut tout à fait déployer des instances EC2 dans une région à Cape Town, par exemple, pour notre application, et ensuite dire on veut aussi déployer des instances EC2 dans la région à Paris parce que tout simplement on veut s'assurer que si la région Cape Town elle est en panne, toute la région est en panne, notre application elle est toujours disponible dans la région Paris. Alors c'est possible, mais c'est très compliqué à mettre en place et la plupart du temps, en fait, c'est suffisant de déployer dans une région et puis de faire ce qu'on appelle du disaster recovery dans une autre région, en fait, hein, qui est distincte de la région dans laquelle vous déployez. Il y a des clients qui vont faire du déploiement multi-région, donc voilà, parce qu'ils ont des contraintes fortes en termes de disponibilité. Donc pour ces clients-là, c'est pas suffisant de faire du multi-easy dans une région. Ils ont vraiment besoin que, au niveau de la région même, si la région Paris elle n'est plus disponible, que leur application soit disponible dans une autre région, aux États-Unis par exemple, et que tous les clients puissent être redirigés vers cette région-là. Mais la plupart du temps, comme je vous disais, pour la plupart des clients, c'est pas quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui peut être assez complexe et assez coûteux à mettre en œuvre. Et donc, c'est quelque chose à bien évaluer avant de s'y embarquer. Avec Amazon RDS, c'est le service qui permet de créer, de déployer des bases de données. On va faire du RDS multi-easy si on veut avoir de la haute disponibilité. Donc, c'est tout simplement un déploiement avec une instance primaire dans une zone de disponibilité et une instance secondaire dans une autre zone de disponibilité distincte dans la même région. Et puis, il y a certains services AWS qui intègrent nativement cette disponibilité, cette haute disponibilité. Et ça, c'est parce que c'est AWS qui va le gérer pour nous. Je pense notamment à DynamoDB, c'est une base de données NoSQL. Route 53, c'est le service de gestion des DNS. C'est quelque chose qui est géré par AWS et qui est hautement disponible. Amazon S3 aussi. Et puis, généralement, les services serverless. Donc, serverless, ça veut dire que c'est AWS qui gère toute l'infrastructure, la mise à l'échelle, la redondance. Tout ça est géré pour nous. Donc, généralement, ces services-là, quand vous utilisez des services serverless, toute la partie disponibilité, ça va être géré par AWS et c'est très généralement hautement disponible. Et enfin, retenez, très important, la haute disponibilité a un coût, donc ça va être plus cher parce qu'on va faire de la redondance pour avoir de la haute disponibilité. Si je devais être hautement disponible en tant que formateur, il y aurait 2-3 formateurs en même temps qui travaillent, donc peut-être que ça coûterait plus cher ou pas. Mais voilà, gardez en tête que ça a un coût. Et donc, il faut vraiment voir si, en termes de business, est-ce que ça se justifie ou pas. Donc, partez toujours du besoin business pour dire, OK, là, on a besoin de haute disponibilité ou pas.